Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'intéresser à Strong Magic de Darwin Ortiz. Alors Darwin Ortiz c'est qui? C'est un magicien américain qui s'est spécialisé dans les routines de cartes avec une thématique de tricherie. Il a sorti énormément de livres sur ces routines de cartes et notamment 2 bibles de la théorie magique, Strong Magic et Designing Miracles. En termes d'objets, Strong Magic c'est un livre à couverture rigide qui est assez solide. Le mien a un peu pris cher parce qu'il a vécu 5 déménagements tout simplement. Le bouquin fait 465 pages, donc il est assez gros. La première édition de ce livre a été publiée par Darwin Ortiz lui-même en 1994, et cette édition-là, donc l'édition française, a été éditée par Magic Dream en 2012. Je me suis mis la pression en réalité pour sortir cette review aujourd'hui, parce que Thomas de Diviciacus m'a parlé du fait que Magic Dream ressortait une 2e édition de Strong Magic, et donc je pense que c'est le parfait moment d'en parler. Le bouquin est disponible pour 60 € chez Magic Dream. Je vais vous mettre un lien dans la description, bien que je n'ai aucun rapport avec Magic Dream, mais c'est simplement pour vous rendre la vie plus facile. Alors le livre est divisé en 4 parties: l'effet, le personnage, le numéro et le public. Alors, on parle beaucoup de ce bouquin comme étant un livre qui traite de la théorie de la magie, et en réalité c'est faux. D'ailleurs, il le dit en introduction, il s'agit plus d'un manuel pratique avec des éléments à appliquer dans sa magie immédiatement. D'ailleurs, l'avant-propos du livre a été écrit par Juan Tamariz, rien que ça, ce qui nous donne une idée sur la qualité globale du bouquin. Alors pour parler du contenu détaillé de ce livre, ça va être assez touchy parce que je ne vais pas vous dévoiler ce qui est écrit dans les pages de ce bouquin. Donc je vais finalement quasiment vous faire le sommaire du livre, mais ça reste très intéressant. Alors tout d'abord, avant la première partie, en introduction, on a une vraie partie théorique où il parle de la magie comme un mystère, avec le fait d'éviter de rentrer dans une attitude de défi, l'impossibilité de la magie, qui doit atteindre les émotions, et il nous parle de l'aspect narratif de notre art. Alors la première partie sur l'effet nous parle de tous les éléments à mettre en place au niveau de nos effets magiques. Alors le premier chapitre nous parle de la clarté, c'est-à-dire comment enlever le maximum de choses d'un numéro tout en gardant sa lisibilité et sa clarté. C'est hyper intéressant, et ça commence d'ailleurs directement par un exercice pratique à faire sur nos routines personnelles de close-up. Le deuxième chapitre parle de la dynamique de la conviction. Tout d'abord, si on part du principe qu'un tour de magie est composé d'une phase d'exposition et d'une phase magique, c'est-à-dire comment rendre la phase d'exposition la plus convaincante possible et la plus intéressante possible. Deuxièmement, s'intéresser aux conditions dans lesquelles on fait des tours de manière à rendre ces conditions les plus impossibles possibles pour nos spectateurs. Et enfin, en troisième, il nous parle des subtilités, et donc comment les subtilités peuvent rendre un tour convaincant parce que ça semble spontané. Alors le troisième chapitre nous parle de la suggestion, c'est-à-dire tout ce qu'en peuvent anticiper les spectateurs, donc d'où l'importance de faire une bonne impression, de mettre en place une bonne atmosphère pour que l'anticipation des spectateurs soit positive, et donc les implications d'une mauvaise anticipation des spectateurs sur ce que l'on va faire. Alors le quatrième chapitre parle de l'importance du sens en magie, donc il nous liste un petit peu les différentes thématiques principales que l'on peut donner à nos tours. Donc n'oublions pas qu'un même effet peut avoir plusieurs thématiques possibles, et ce n'est surtout pas parce qu'un tour est impossible qu'il doit être illogique. La logique en magie reste quand même très importante, et ça c'est un truc hyper intéressant dans ce chapitre, je trouve. Alors le cinquième chapitre parle du sens lié au contexte, donc il nous parle des différents conflits qui peuvent exister, et donc des conflits qui sont évidemment scriptés. On ne parle pas de conflits qui peuvent arriver non préparés dans une prestation. Le magicien qui fait des erreurs, évidemment de manière scriptée, ainsi que la notion de risque en magie, donc le fait de scripter nos textes vis-à-vis d'un certain risque. Et on a également la force de la magie qui arrive au spectateur directement. C'est hyper intéressant de détailler les différentes possibilités de contextualisation du sens dans nos routines. Alors le sixième chapitre est dédié à la structure dramatique. Donc, tout d'abord, il nous parle des capteurs d'attention. Donc comment faire en sorte que la phase d'exposition d'un tour soit la plus intéressante possible. Ensuite, il nous parle de la progression, d'où l'importance du crescendo dans une routine ou même dans un seul tour. Et enfin, la différence entre la surprise et le suspense pour tenir en haleine les spectateurs, avec leurs limitations à chacun, et dans quel cas utiliser l'un plutôt que l'autre. Et c'est hyper intéressant encore une fois. Pour finir, il nous parle de l'importance de la chute et comment gérer notamment plusieurs chutes dans un seul tour.
Si votre source d'inspiration principale est des rap jingles où les climax arrivent les uns après les autres, je vous incite vraiment à lire cette partie du bouquin et à vous y intéresser. Alors on arrive maintenant à la deuxième partie sur le personnage. Donc le chapitre 7 parle des fonctions du personnage. Il nous parle des différences de perception du public selon les personnages. Donc un pro de la triche ou de la manip et un pro de la mémoire peuvent faire exactement le même tour avec exactement la même méthode et la même présentation et donner une perception très différente de ce qui se passe dans ce tour. Donc le personnage est très très important dans notre magie. Alors, le 8e chapitre nous parle de la création du personnage et pour moi le moment le plus important dedans, c'est lorsqu'il me dit qu'un personnage ne se crée pas mais qu'il se travaille dans le temps. Alors, le 9e chapitre est consacré au personnage face au public, d'où l'importance de la cohérence de tout ce qu'on dit, fait, porte, tout ce que vous voulez, pour qu'on puisse donner un sentiment justement de clarté. Donc on en revient à la clarté du premier chapitre lors de notre prestation magique, de notre présentation magique. Et au 10e chapitre, il nous parle du style. Alors le style, c'est quoi? C'est par exemple comment, quand on fait choisir une carte, est-ce qu'on la fait choisir via un éventail, via un dribble, via une carte à l'œil. Tout ça, c'est ce qui détermine le style d'un magicien. Donc il faut avoir un style qui reste cohérent en soi. Comme disait Feu le roi Hassan II, le style c'est l'homme. Donc pour Darwin Ortiz, le style c'est le magicien. On arrive à la 3e partie du livre sur le numéro. Alors le numéro, c'est l'enchaînement des tours et des effets. On nous parle dans le chapitre 11 de l'importance de la structure avec les tours d'ouverture, les tours de milieu et le final. Donc, en 12, il nous parle de l'unité. Donc l'unité que l'on peut avoir grâce à notre personnage, grâce à certains accessoires qui vont rester les mêmes tout le long du numéro. Le thème qui peut unifier un numéro, donc tout ce qui donne de l'unité à notre numéro. Donc ce chapitre est très intéressant. Moi en tout cas il m'a permis de réfléchir sur certains éléments. C'est essentiellement le fait que je ne sois pas d'accord avec lui sur tout qui m'amène à la réflexion, mais ça reste important d'en parler et d'être critique par rapport à ce que Darwin Ortiz raconte et de réfléchir soi-même à notre vision de ce qu'il raconte. Le chapitre 13 est dédié à la variété, donc ça peut sembler contradictoire avec l'unité juste avant, mais en réalité il nous parle de comment mettre en place de la variété dans ses routines, dans le respect de l'unité. C'est intéressant. Enfin, dans le chapitre 14, il nous parle des représentations improvisées, donc qu'est-ce qui se passe quand on est dans des situations informelles ou quand on est quelqu'un qui ne performe jamais de manière professionnelle. Et l'importance tout de même de structurer ces représentations informelles. On en arrive à la 4e partie dédiée au public. Donc le chapitre 15 parle de comment se fier au public. Alors quand il parle de se fier au public, c'est en opposition au retour que peuvent nous faire des magiciens sur notre travail. En réalité, pour Darwin Ortiz, le retour des profanes est beaucoup plus important que celui des magiciens. Et je pense qu'il n'a pas tort, bien que ça reste intéressant de s'entourer de magiciens. Alors le chapitre 16 nous parle des éléments temporels, donc il nous parle du timing, du rythme et du tempo. Les définitions sont importantes. Le timing, c'est le rapport entre les choses. Qu'est-ce qui se passe avant quoi? Le rythme, il s'agit de la perception du temps passé sur notre représentation par les spectateurs. Et le tempo, c'est notre vitesse de travail, tout simplement. Donc c'est pas hyper intuitif, je trouve, comme manière de présenter les choses, mais les définitions sont très bien posées et c'est intéressant de voir son point de vue sur ces différents éléments et ses conseils pour nous aider à les améliorer. Le chapitre 17 nous parle de la spontanéité. Alors là, on parle de la spontanéité préparée. C'est très important de préparer des situations qui semblent spontanées de manière à être le plus réactif lorsque certaines situations spontanées arrivent réellement. Le chapitre 18 est dédié à la maîtrise de l'attention, ce qui reboucle avec la clarté de l'effet, parce que la maîtrise de l'attention, c'est comment souligner tout ce qui est important dans une routine. En réalité, il nous donne des outils de la maîtrise d'attention, il nous montre comment est-ce qu'on peut diriger l'attention physiquement et psychologiquement, et gérer les distractions. Donc les distractions qui émanent de nous-mêmes en tant que magiciens pour essayer de les réduire au maximum et comment gérer certaines sources de distractions extérieures sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Le chapitre 19 est dédié au public, donc il nous dit que les similitudes entre les différents publics sont beaucoup plus nombreuses que leurs différences. Et là, il s'intéresse aux différences entre les publics, avec les capacités d'attention des publics qui changent et pourquoi, les tailles des publics et comment ça doit influer nos prestations, et il y a une partie sur comment travailler pour les magiciens.
Donc c'est assez intéressant. C'est pas la partie du bouquin qui m'a le plus transcendé, je vous avoue. Chapitre 20 est dédié aux assistants. Donc là, on parle des conditions de travail formelles quand on est sur scène, ce qu'on peut appeler les conditions double fond. Donc l'importance des assistants, elle est soulignée en premier. Il nous donne les qualités d'un bon assistant et comment les repérer, savoir si on a besoin de 1 ou 2 assistants et pourquoi, donc comment choisir et faire venir les assistants sur scène pour nous rejoindre. Le chapitre 21 est dédié au trublion. Alors là, je suis très intéressé de savoir quel est le terme qui a été utilisé en anglais par Darwin Ortiz pour définir les trublions. Et je serais aussi très intéressé de discuter avec Damien Vapro pour savoir pourquoi est-ce qu'il a choisi ce terme précis dans sa traduction. En tout cas, c'est pas grave, moi ça m'a amusé. Ça reste très très clair sur l'approche. Donc savoir quelle est la psychologie d'un perturbateur. Il nous donne les différents types de perturbateurs. Évidemment, il termine en nous disant que si on est pris en flagrant délit, ce n'est pas parce que les gens sont perturbateurs, mais c'est parce que nous, les magiciens, sommes mauvais. Le dernier chapitre est lié aux imprévus. Donc il souligne la différence entre les répétitions et l'entraînement, et donc leur importance, voir comment est-ce qu'on peut gérer des ratages. Donc il dit que bien, quel que soit notre niveau d'entraînement et de préparation, les ratages sont inhérents à la vie du magicien. Très important de récupérer des informations et de travailler sur ces informations et donc de boucler. Et enfin, de comment gérer les distractions imprévues. Et enfin, en appendice, il nous parle des lois de Darwin. Donc il s'agit de 36 lois qu'il nous a disséminées tout le long du livre et qu'il a listées à la fin du bouquin. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant auquel se référer peut-être tous les trimestres. Quelque chose comme ça, on ne va pas relire ce bouquin tous les trimestres. Ça peut être intéressant d'y revenir assez régulièrement. Pour moi, ce bouquin, ça ne sert à rien de le lire sans prendre de notes. Okay, c'est hyper important d'être dans une lecture active de ce livre. Je veux dire, vous ne pouvez pas juste bouquiner ça avant de dormir le soir. Ça a très peu d'intérêt, vous allez être dans un état de somnolence et vous n'allez pas en tirer le maximum. Et comme c'est un gros pavé, vous n'allez pas le relire régulièrement. C'est le genre de bouquin que vous allez peut-être relire tous les 2, 3, 4, 5 ans. Si je peux me permettre, sur la prise de notes, évitez au maximum de donner vos interprétations de certains sujets. Il vaut mieux respecter ce que dit l'auteur dans le livre lors de la prise de notes, parce que mon moi d'aujourd'hui est différent de mon moi de dans 5 ans. Je peux être en accord avec certains éléments et dans 5 ans ne plus être en accord. Donc si je commence à rentrer dans l'interprétation aujourd'hui, ça va biaiser ma relecture dans quelques années. Pour moi, ce livre ne s'adresse pas aux débutants, bien qu'il soit intéressant d'essayer d'appliquer les conseils du livre quand on débute, mais en réalité, il y a quand même besoin d'une certaine expérience du terrain, mais ça veut surtout dire qu'on a un certain répertoire avec lequel on travaille. Si on n'a pas de répertoire de travail, c'est très très compliqué tout de suite de s'intéresser à ce livre et de respecter les conseils qui y sont donnés. En tout cas, c'est un super bouquin avec lequel on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, mais qui nous amène à développer une réflexion sur notre magie, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Je vous le recommande pour ça. Et bien voilà pour mon avis sur Strong Magic. J'espère que cette revue vous aura plu. J'aimerais remercier l'ensemble des gens qui sont rentrés en contact avec moi lors de la première review pour me donner des conseils, pour me donner leur avis, notamment Thomas Diviciacus qui m'a parlé de la réédition de ce livre par Magic Dream et qui m'a donc finalement mis le défi de vous sortir cette review pour aujourd'hui. N'hésitez pas à venir discuter avec moi, que ce soit sur Facebook, par mail ou sur YouTube. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao!